Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée à la fin du thermique en Europe en 2035. Alors évidemment, ça paraît acté, de plus en plus acté au niveau de la Commission européenne, mais il y a cette clause de revoyure qui commence un petit peu à faire entendre sa voix par la voix notamment de Thierry Breton, le commissaire européen, le ministre des Transports Clément Beaune. On commence à se dire que peut-être il y aurait des questions qui vont se poser autour du 100% électrique. En tout cas, on va voir ça, on va poser ces questions avec nos invités, nos experts que je vous présente évidemment maintenant. Laurent Petitson, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là du cabinet Alix Partners. En face de vous, Jacques Portalier, merci à vous d'être là. Bonjour et merci. Vous représentez le Shift Project. On va évoquer ces différentes questions avec vous et avec nos deux invités à distance. Direction les États-Unis, Bertrand Rakoto, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant pour Docker, du côté de Détroit, hein, je ne dis pas de bêtises. Exactement. Très bien, merci à vous d'être avec nous. Et puis on aura un regard chinois avec Jean-François Dufour, spécialiste de la Chine, cofondateur du cabinet Sinopol. Merci à vous d'être là. Bonjour. On va commencer peut-être avec vous, Laurent Petitson. Alors, je veux dire que pour vous, vous avez déjà répondu à la question. 2035, oui, peut-être même avant. En tout cas, pour Alix Partners, le 100% électrique, en tout cas, l'électrique sera majoritaire en 2028. Est-ce que majoritaire veut dire 100% ? Est-ce que cette clause de revoyure en 2026 laisse peut-être un peu de doute, selon vous, selon ce que vous avez publié notamment ? Pas forcément. En fait, le but, c'est de décarboner d'ici 2035. Donc, il ne s'agit pas de préjuger des solutions. Il peut y avoir d'autres solutions. Il y en a qui sont en cours d'élaboration, qui ne sont pas encore viables économiquement. Il faut quand même souligner que les industriels ont besoin de stabilité dans les objectifs. Donc, changer les objectifs en cours de route n'est pas forcément une bonne idée. Cela dit, on peut se poser la question du coût social, en particulier de la transition, et de l'impact du rythme de transition sur le coût social en particulier. Plus on va vite, plus le nombre d'emplois impactés est important. Donc on peut se poser cette question tout en gardant à l'esprit ce besoin de stabilité des différents acteurs, constructeurs, équipementiers, distributeurs, etc. Ouais, c'est effectivement ces enjeux-là. Jacques Portalier, sur cette décarboner d'ici 2035, ça globalement... Il n'y aura pas grand monde qui va dire non, j'ai pas très envie. Mais en tout cas, sur le 100% électrique, est-ce que vous voyez des écueils de se dire, voilà, est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous comprenez de ces prises de parole ? Là, je citais Thierry Breton notamment. Il y a l'aspect coût social emploi que vient d'évoquer Laurent Petitson. Voilà, est-ce que ça fait partie des sujets qui reviendront peut-être en 2026 pour se dire, est-ce que le 100% était une si bonne idée que ça ? Après, est-ce que les sujets de discussion reviendront peut-être ? Après, sur l'idée de basculer en 100% zéro émission en 2035, mettre fin au moteur thermique, c'est quelque part, on va dire, je pense, une nécessité si on veut tenir les objectifs de neutralité carbone 2050 et d'ici là faire baisser nos émissions, les émissions de la mobilité de manière régulière. Maintenant, toute la question pour nous est plutôt dans le comment. Comment on va orchestrer cette transition pour, je dirais quelque part, préserver ou en tout cas sauvegarder notre industrie, gérer la transformation des emplois et des compétences qui vont avec, et aussi derrière accompagner socialement les populations, parce que c'est bien de vendre que des véhicules neufs, mais il faut aussi que le parc se décarbone, et il peut y avoir un risque de, on va dire, fracture, avec une partie du parc qui s'électrifie fortement et une partie du parc qui vieillit et reste thermique. Et du coup, ça peut être un sujet social aussi. Donc la question pour moi, et pour nous, n'est pas tant de questionner cet objectif, mais plutôt de s'interroger sur le comment, les bonnes conditions de mise en œuvre. Les bons moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Peut-être sur cet aspect, notamment, Laurent Petitson, sur le parc, effectivement, il ne va pas d'un coup comme ça passer au 100% électrique, c'est évident, mais justement, pour aussi peut-être le faire accepter, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place ? Alors, il y a l'aspect prix, évidemment, pour que ce soit accessible, tout simplement. Là aussi, est-ce que 2026, ça peut être le moment où, ça dépend des études, ça dépend de ce que l'on lit, le coût deviendra peut-être à peu près équivalent au thermique ? C'est ce que certains ont pu espérer, au moins en coût total d'ownership, comme on dit en français. La question est celle des matières premières aujourd'hui. Donc, il y a 2 fois plus de matières premières dans un véhicule électrique que dans un véhicule classique. Et malheureusement, elles sont en train de diverger au point de vue coût. C'est-à-dire que les matières premières spécifiques aux véhicules électriques deviennent de plus en plus chères, alors que celles des véhicules classiques redescendent doucement.
soyons prudents, vers les niveaux pré-crise. Donc il y a vraiment cette question du coût, la question de la subvention, la question de l'accessibilité sociale à la mobilité, puisque de toute façon, il est physiquement très compliqué d'électrifier un véhicule de segment A. Pour des raisons pratiques, si j'ose dire. Et le parc, en fait, c'est 12 ans en France, hein, donc la durée de vie d'un véhicule moyen. Donc il y a 12 ans d'hystérésis entre le moment où je vends 100% de véhicules électriques et au moment où le parc est 100% électrique. Hein. Donc ça va prendre du temps. Et à cause du Covid, il y a eu assez peu de véhicules d'occasion qui sont arrivés sur le marché, puisque pendant 3 ans, il n'y a pas eu de location courte durée. Donc en fait, le prix des véhicules d'occasion a explosé lui aussi. Donc vraiment, la question de l'accessibilité se pose. C'est une question aiguë pour les années qui viennent, en fait. Effectivement, on reparlera matière première avec vous, Jacques Portalé, mais on va quitter l'Europe. On va commencer par les États-Unis avec vous, Bertrand Rakoto, pour Docker, je le rappelle. Vu des États-Unis, cette arrivée, ce passage plutôt, cette échéance en 2035, 100% électrique, ça paraît logique, évident, ou est-ce qu'il y a aussi aux États-Unis des différences, notamment dans ce qui sera autorisé? Est-ce que il n'y a pas forcément de zéro émission? Est-ce qu'on tolérera encore un peu l'hybride rechargeable? Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit topo des États-Unis versus ce qui est en train de se passer en Europe? Alors, il n'y a effectivement pas de ban aux États-Unis du véhicule thermique ou du moteur thermique. C'est-à-dire que ce qui est considéré zéro émission ici, ce sont les véhicules qui sont rechargeables, c'est-à-dire les hybrides rechargeables, les véhicules à batterie également. Éventuellement, on peut penser, il va y avoir des véhicules fuel cell, donc pile à combustible rechargeable, donc avec une batterie qui pourra aussi être rechargée sur le secteur partiellement. Donc zéro émission. Pour l'instant, les 2 États qui ont appliqué un mandat pour 2035 sont la Californie et l'État de New York. Ouais. Et ces 2 États aujourd'hui visent en fait un net zéro émission, c'est-à-dire des véhicules zéro émission, donc rechargeables, hybride ou batterie pure. Et en fait, le net zéro émission, c'est, pour reprendre en fait certains termes, il y a 2 choses à voir. Il y a le zéro émission, donc ce qu'on appelle en général à l'échappement, et puis il y a la neutralité carbone. Et en fait, ici aux États-Unis, on parle beaucoup de net zéro carbone. C'est-à-dire qu'on ne va pas anéantir, on ne va pas arrêter complètement les émissions à l'échappement, mais on va au moins compenser ce qui restera pour s'assurer qu'on soit en net zéro carbone, c'est-à-dire qu'on atteigne la neutralité. Après, les moyens pour l'obtenir, on n'est pas comme en Europe. Ici, on a des grandes surfaces, on a un pays aussi qui est plutôt assez étendu, ou alors, disons, on va dire comparablement à l'Europe, on va avoir une législation qui va permettre en fait certains alignements, mais aussi on a beaucoup de diversité géographique qui ne peuvent pas permettre à tout le monde de rouler en véhicule électrique, surtout avec les technologies dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire que il faudrait pouvoir passer aux batteries solides et en fait chaque année on repousse d'1 an l'objectif de 10 ans à 10 ans de pouvoir avoir ces batteries-là. On a également les problèmes de matériaux, les problèmes de rechargement et les problèmes d'électricité. Donc il faut que toutes les planètes s'alignent pour pouvoir passer vraiment à l'électrique. Et il y a une vraie volonté aux États-Unis, il y a un marché qui évolue grandement. On a vu depuis le début de l'année 25 milliards investis dans différents États pour pour installer des usines de production de batteries, de production de véhicules électriques. Donc, on a vraiment une vraie démarche. En revanche, on a une démarche qui est pas absolutiste envers l'électrique. On regarde aussi à Houston, par exemple, il y a énormément de recherches sur tout ce qui est lié à l'hydrogène et au carburant de synthèse. Très bien, donc les États les plus avancés que vous avez cités, New York, Californie, vont tolérer de l'hybride rechargeable notamment, ce qui ne sera pas le cas en Europe. Sur cet aspect-là, Jacques Portalé, vous dites que est-ce que ça peut être sur la table en Europe? On sait que certains industriels avaient envie de pouvoir garder de l'hybride rechargeable notamment. Est-ce que ça vous paraît pas du tout dans les tuyaux côté européen, ou est-ce que le bras de fer existe ou pas vraiment? Alors après, que le bras de fer existe, oui. Et puis à l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'offres sur le marché. C'est dans les catalogues. Je dirais cette option se comprend vu des industriels. Mais est-ce qu'elle sera peut-être arrêtée d'être lancée si on se dit de toute façon à 2035 Sur la longue route, en tout cas nous dans nos études, la conclusion c'est que l'hybride rechargeable, sous des conditions d'utilisation pertinentes, donc en fonction des clients, etc., en le rechargeant, ça peut avoir un domaine de pertinence en tant que solution de transition. Ouais. À l'horizon qui nous intéresse, donc pour tenir les objectifs 2050, on ne voit pas ça comme une solution durable. Et par ailleurs, pour l'électrification ou la décarbonation globale de la mobilité, la mobilité automobile, on ne voit pas de manière massive d'autres options que l'électrification.
L'hydrogène, vu l'efficacité énergétique de la chaîne de production d'hydrogène vert, on pense qu'il est pertinent de le réserver pour d'autres usages, plus des usages lourds industriels. On ne voit pas de nécessité absolue de développer la mobilité hydrogène. Par ailleurs, si on pense aux e-fuels, biocarburants, on va dire à ce qui permettrait de décarboner fortement des véhicules thermiques, on va dire la capacité de production restera relativement limitée. Et dans ce cas-là, autant le réserver pour le reliquat du parc qui ne sera peut-être pas électrifié, parce que même si l'âge moyen des véhicules dans le parc, c'est 12 ans, il y a quand même des véhicules de 20 ans qui aujourd'hui tournent et font des kilomètres dans le parc. Ouais. Ceux-là, il faudra peut-être pouvoir leur proposer quelque chose en 2040, en 2050. Et on sera peut-être bien content d'avoir un peu de biocarburant, un peu d'e-fuel à leur proposer. Oui, effectivement. Sur cette notion, Laurent Petitson, du net zéro carbone plutôt pris en compte aux États-Unis, ça n'englobe pas, la même chose qu'en Europe. Vous dites que ça peut être aussi une des options, une des portes de sortie de cette fameuse clause de revoyure en 2026 ? Oui, ça peut être, on peut assouplir un peu les conditions. En fait, il y a une différence d'approche entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe, c'est vraiment, ça vient du centre, en fait, ça vient des pouvoirs publics. Aux États-Unis, c'est un peu plus décentralisé. Il y a tous les États, il y a tous les intervenants, etc. Donc le débat est beaucoup plus ouvert, en fait. Et c'est peut-être quelque chose dont on peut s'inspirer, effectivement, pour l'Europe. Pour revenir à un point sur les hybrides rechargeables, on pense aussi que c'est une solution de transition, mais il faut prendre en compte aussi tout ce qui est infrastructure. Ouais. Et donc l'infrastructure de charge en Europe est loin d'être là où elle devrait être. Elle ne suit pas, en fait, le développement du véhicule électrique, déjà aujourd'hui, alors qu'on est au démarrage. Donc cette question risque de faire durer un peu la transition. L'autre question, garantir un peu de thermique malgré tout, parce que il y aura toujours ces surtout dans certaines zones où en fait c'est assez mal couvert. Ensuite, il faudra voir l'évolution technologique. Il y a aussi la question quand même des matières premières pour les véhicules électriques qui peuvent ralentir un peu l'extension complète en fait au parc et rendre d'autres solutions économiquement viables d'ici 2035 ou 2050. Donc je pense qu'il faille fermer la porte. Je pense que ce sera un mélange en fait de technologies et on espère que certaines vont émerger et permettre justement de consommer moins de matières premières que les batteries actuelles, les batteries et les moteurs électriques actuels. Effectivement, et donc cette arrivée en force de l'électrique, elle permet notamment à des constructeurs chinois d'arriver sur le marché européen. On le voit beaucoup depuis quelques mois. C'était pour ça que j'avais envie de vous entendre également, Jean-François Dufour, expert de la Chine justement, et cette évolution législative à venir en Europe. C'est clairement une aubaine selon vous, selon ce que vous observez pour les constructeurs chinois, ou est-ce que on tâte le marché un petit peu, on tâte le terrain, on voit ce que ça peut donner? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut devenir massif, ou est-ce que c'est encore assez timide? C'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on tâte le marché, effectivement, mais derrière, il y a une ambition très clairement affichée. Si vous voulez, il faut bien comprendre que pour la Chine, la question du véhicule électrique associe à la fois la question de la transition environnementale, qui est devenue très importante pour des raisons politiques en Chine, et une question de stratégie industrielle. C'est-à-dire que, pour faire simple, la Chine a depuis longtemps l'ambition d'imposer ses constructeurs sur la scène mondiale. Elle s'est ratée sur la motorisation thermique à cause du retard de ces constructeurs au départ. Et aujourd'hui, l'ambition des autorités chinoises, c'est d'utiliser le fait qu'on a un redémarrage, en fait, tout le monde redémarre à zéro, qui permettrait à la Chine de se positionner parmi les leaders du marché, avec de gros avantages qui sont notamment la concentration aujourd'hui de la fabrication de batteries en Chine. C'est un élément important. Du coup, on a une politique extrêmement volontariste pour orienter les entreprises chinoises aujourd'hui vers le tout électrique. Et on a des ambitions à l'export qui sont clairement affichées. Si vous voulez, juste un petit indice, par-delà les déclarations d'intention, etc. Depuis quelques semaines, SAIC Motors, c'est-à-dire Shanghai Auto, le premier constructeur automobile chinois, s'est engagé dans une démarche d'acquisition de navires rouliers transcontinentaux. Ce n'est pas pour les faire tourner dans le port de Shanghai. Oui, c'est ça. On imagine l'ambition derrière, effectivement. Jean-François Dufour, peut-être pour se rendre compte, le marché chinois, donc évidemment avec des dizaines, voire même une bonne centaine de constructeurs électriques différents, mais sur le thermique, c'est quelle part encore en ce moment? Et est-ce qu'il y a des échéances de se dire, le thermique, on va petit à petit arrêter d'en produire, peut-être pas d'en autoriser, mais en tout cas d'en produire?
Alors, si vous voulez, il n'y a pas d'échéance fixée comme en Europe, par Ouais. exemple, mais il y a des incitations depuis 2018. C'est-à-dire que vous avez depuis 2018 un système assez complexe de pénalités financières pour les constructeurs qui n'assurent pas un minimum de leur production sous forme de véhicules électriques. Et très clairement, vous avez un encouragement, c'est-à-dire que les gens qui seront soutenus financièrement sont ceux qui s'orientent vers le véhicule électrique. Et ce n'est pas pour rien que le premier constructeur automobile classique au monde à être passé au tout électrique, c'est BYD, qui depuis mars ne produit plus un seul un seul véhicule à motorisation thermique. C'est l'exemple des sociétés, si vous voulez, qui s'inscrivent dans les plans du gouvernement. Et c'est clairement ce vers quoi tout le monde est orienté aujourd'hui. D'accord. Pour revenir sur les matières premières qu'on a un petit peu effleurées avec vous deux, notamment Laurent Petitjean et Jacques Portalier, la Chine forcément a aussi un avantage sur notamment la fabrication de la batterie. Il y a des gigafactories qui arrivent en France, en Suède, en Allemagne. Est-ce que ça peut être suffisant, Jacques Portalier, pour rattraper ce retard? Parce que là, pour le coup, on parlait de partir de zéro. Il y a déjà du retard côté européen. Alors c'est clair que quelque part, la Chine, comme ça a été évoqué, a quelque part un plan de longue date de développer un leadership sur le véhicule électrique. Donc ça intègre aussi d'ailleurs les questions de matières premières et d'industrialisation sur les batteries, un certain nombre de composants, et ça représente un challenge aujourd'hui pour l'industrie européenne on va dire, pouvoir se positionner de manière compétitive face à ces acteurs-là qui arrivent sur le marché européen. Et là, pour le coup, on tourne dans la question un peu du comment on fait l'électrification en Europe, comment on l'encadre pour gérer aussi cette question-là. Et comme vous l'évoquiez, la question des matières premières, c'est un sujet clé par rapport à l'électrification. Il y a une quantité de matière par véhicule plus importante pour un véhicule électrique. C'est pour ça qu'au Shift, dans les travaux du plan de transformation de l'économie, on a considéré cette question-là en visant une transformation du marché vers des véhicules plus légers, plus aérodynamiques, qui auraient moins besoin du coup de grosses batteries et d'arrêter la course aux batteries pour limiter l'empreinte matière. Ce que vous dites au Shift Project, c'est que ça ne sert à rien d'avoir 800 km d'autonomie sur des gros SUV électriques, globalement, si je résume. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. En fait, la question choisir est celle de la rapidité de charge plutôt que de la capacité totale. Aussi, évidemment. Peut-être qu'il vaut mieux avoir effectivement 400 km d'autonomie, mais une charge beaucoup plus rapide. Ce qui permet aussi de faire face à un peu la faiblesse de l'infrastructure actuelle. Il y a aussi une question en fait sur la façon dont les Chinois pénètrent le marché européen, pour tous ceux qui ont été au salon de l'auto. Oui, c'était visible. Et en fait, c'est l'entrée de gamme qui est probablement la vraie question, puisqu'on voit les véhicules chinois qui se positionnent à 10 000 € de moins que l'équivalent européen. Donc, ils sont en fait au prix du véhicule classique. Thermique, Et donc, en théorie au moins, n'ont pas besoin des subventions des 6 000, 7 000 dont les autres véhicules ont besoin, et même au-delà. Donc il y a une vraie question de est-ce qu'ils vont arriver à pénétrer dans les segments bas où les Européens et les Américains, d'ailleurs, ont plus de mal de produire des véhicules compétitifs pour ensuite monter en gamme. Est-ce que ça pourrait être un sujet, en 2026, de se dire, par contre, en Europe, on va se dire que les différents bonus, alors c'est compliqué de le faire au niveau européen parce que c'est pays par pays qu'on accorde des bonus, c'est plutôt pour les Stellantis, Renault, Volkswagen, et ce ne sera pas pour BYD. Alors c'est une vraie question, et aux États-Unis, en fait, les déclarations du président américain ont deux caractéristiques. Une, la stabilité, donc c'est 7 000 $ pour les 10 ans qui viennent, donc au moins on sait où on va, c'est pas à rediscuter chaque année. C'est vrai. Et deuxièmement, c'est lié à la production sur le sol américain. Ouais. Donc voilà. Transition toute faite pour vous, Bertrand Rakoto, sur cet aspect-là. Alors à la fois, effectivement, ce protectionnisme américain porté notamment par Joe Biden, et puis peut-être pour revenir aussi sur les batteries. Des batteries made in USA, c'est pour bientôt, c'est déjà le cas. Dans quelle proportion ? Alors, c'est un peu plus compliqué, en fait. Les 7 500 $, effectivement, sont pour 10 ans. Aujourd'hui, on doit produire le véhicule en Amérique du Nord. Ouais. Également, 40% des minéraux dans la batterie doivent provenir de la zone, en fait, Nord-Amérique ou de pays avec lesquels les États-Unis ont des accords de libre-échange. Et ça, c'est l'objectif ou c'est déjà le cas ? C'est déjà le cas. D'accord. Et c'est 40% aujourd'hui, ce sera 80% d'ici 2027. Et également, 50% des composants de la batterie, donc ce qui fait le pack de la batterie, c'est-à-dire la carcasse autour des cellules, doivent provenir aujourd'hui de l'Amérique du Nord. Et ce sera 100% d'ici 2029. Donc il y a un véritable objectif de pouvoir produire localement les batteries et le plus possible d'avoir des minéraux qui sont issus également d'extraction et de transformation locale.
Ça va prendre du temps parce qu'entre le moment où on dit on va pouvoir récupérer du lithium dans la mer de Salton en Californie et le moment où on va pouvoir effectivement le faire, il se passera forcément entre 7 et 10, peut-être même, certains spécialistes parlent de 15 ans, avant qu'on puisse vraiment avoir une filière qui fonctionne en Amérique du Nord pour les minéraux. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'ici on discute beaucoup de la batterie comme étant plutôt une technologie transitionnelle, pas forcément une technologie de très long terme, parce qu'il y a un problème de consommation de matière. Il y a un problème également avec les technologies actuelles de temps de recharge. Et c'est pour ça, par rapport à ce qui était dit il y a quelques instants, aujourd'hui l'autonomie, c'est juste pour pallier au fait que le temps de recharge n'est pas très bon. Ouais. Et en passant avec des batteries solides, on devrait pouvoir l'améliorer. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à produire ces batteries-là. La technologie n'arrive pas à être mise au point. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a aux États-Unis des véhicules électriques qui sont à 66 000 $ en prix moyen de vente, contre 46 000 $ pour un véhicule standard thermique, ouais. Ce qui était déjà une augmentation par rapport aux 38 000 $ qu'on payait avant le Covid. Ouais. Donc, il y a également un véritable problème. Donc, les 7 500 $ vont permettre de baisser un peu cet écart de prix, mais malgré tout, on garde un problème de surcoût du véhicule électrique qui fait qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, et ça risque de durer puisque le lithium vient d'augmenter, le prix a augmenté de plus de 13 fois dans les 14 derniers mois. Donc, il y a un véritable problème sur les matériaux, au-delà des problèmes donc, de technologie, d'infrastructure et de quantité d'électricité. Il faut, pour électrifier seulement 25% du parc, c'est-à-dire que comme un parc met 25 ans pour se renouveler, il faut vendre 25% de véhicules électriques pendant près de 20 ans, voire un peu plus. Il faut 22% d'électricité en plus pour l'Amérique du Nord. Et en même temps, renouveler certaines centrales. Donc, il y a beaucoup de questions autour du véhicule électrique et donc de la faisabilité et surtout du pourcentage de véhicules qu'on va pouvoir électrifier dans le marché. Il y a un consensus aujourd'hui en Amérique du Nord qui dit 20-22% du marché peuvent être facilement électrifiés. Au-delà, ça va être beaucoup plus difficile pour les 4 problèmes que je viens de donner. Ouais. Et je pense qu'en Europe, justement, il y a une prise de conscience par rapport à ça. La revoyant en 2026, en fait, c'est une bonne idée de regarder un petit peu comment vont les choses, à quel rythme les technologies vont évoluer, mais également quand on regarde le Energy Efficiency Directive de la Commission européenne, il y aura déjà de toute façon une relecture de toutes les lois à partir de février 2024. Donc 2026, c'est peut-être même un petit peu plus loin que ce qui va être réellement fait en Europe. Sur ces aspects, Jacques Portalier, notamment de matières premières, c'est vrai que certaines ne sont pas inépuisables, qui sont utilisées pour la fabrique des batteries électriques, enfin des batteries des voitures électriques, et notamment si ça se multiplie par millions. Quels sont justement les enjeux par rapport à ça? Est-ce que là aussi, ça pourrait être clairement un sujet de se dire, regardez, là en 2026, le cobalt, c'est compliqué, donc comment on fait si on n'est pas passé aux batteries solides, etc. Alors, ce qu'on pense de manière globale, on va dire par rapport à la transition et par rapport aussi à la dynamique économique globale au niveau mondial, c'est que la question des tensions et des enjeux d'approvisionnement sur les matières premières, ça va être un sujet, je dirais, d'actualité pour les prochaines décennies. Et donc, ça doit faire partie de la stratégie industrielle de la France et de l'Europe que de, on va dire, minimiser nos dépendances et sécuriser nos approvisionnements pour la transition, l'électrification. Voilà, il y a pas mal de sujets, le cuivre, etc. Donc, se préparer à ça, ça veut dire aussi minimiser nos besoins. Je reviens sur le dimensionnement des véhicules et des batteries. Ouais, c'est aussi des questions de quelle place a l'automobile, enfin la voiture, qui nécessite quand même des grosses batteries par rapport à d'autres moyens de mobilité. On est quand même aujourd'hui dans une mobilité qui est très dominée par la voiture, puisqu'elle doit couvrir 80 ou 85% des kilomètres parcourus par les personnes. Ouais. Il y a quand même tout un tas d'usages sur lesquels on peut trouver des substituts, y compris électrifiés, avec soit des micro-voitures, voire la place du vélo. Ça peut permettre aussi d'avoir un besoin en matières premières pour transformer le parc ou l'entretenir qui soit plus faible et donc limiter ses impacts. Ouais. Peut-être je reviendrai sur l'exemple américain. Ouais. L'Amérique a fait le choix, en tout cas, d'avoir un certain nombre de critères assez sélectifs pour accorder ses subventions. Pourtant, c'est un pays très libéral. On pourrait se questionner, je pense que ça fait partie des conditions de mise en œuvre aussi en Europe, de se dire, pour avoir accès aux subsides de l'Europe ou des États, quelles sont les conditions les conditions sociales et environnementales en Chine ne sont pas les mêmes qu'en Europe. On ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Ça ne serait pas choquant de recréer une forme d'équilibre. Est-ce qu'on va subventionner autant la Dacia Spring faite en Chine que la R5 faite à Douai? Oui. Ce sera un sujet, clairement. Oui, tout à fait.
à Et fait. puis la question du carbone aux frontières, importer des véhicules entiers effectivement d'Asie n'améliore pas le bilan carbone sur le cycle complet du véhicule. Ouais. Donc il faut regarder quelles sont les règles de calcul et justement les conditions d'attribution sur une base vraiment complète. En fait. Oui, effectivement. Jean-François Dufour, sur ces aspects de matières premières, la Chine n'a pas trop de problèmes pour fabriquer des batteries, pour s'approvisionner, ou est-ce que malgré tout, ça reste aussi un sujet quand on veut passer comme ça à des millions et des millions de voitures? Ah, c'est un vrai sujet et pour faire le lien avec Bertrand et de l'autre côté du Pacifique, Ouais. c'est tellement un sujet qu'il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, le Canada a pris des mesures d'interdiction d'extraction du lithium par des entreprises chinoises, Ah oui. sous pression évidente des États-Unis. C'est-à-dire que si vous voulez, on a déjà une question qui est devenue clairement géopolitique. La Chine a des réserves en lithium. De toute façon, le lithium se trouve un petit peu partout, mais insuffisantes par rapport à l'ampleur de ses besoins, puisque pour rappel, on estime, selon les sources, qu'entre 75 et 80% des batteries au lithium pour véhicules ou pour stockage d'énergie sont produites en Chine aujourd'hui. Du coup, elle a besoin également de lithium qu'elle va chercher à l'étranger. Canfeng Lithium, qui est le premier fournisseur chinois, s'approvisionne également en Australie, en Argentine, comptait le faire au Canada, et depuis quelques semaines, ce n'est plus d'actualité. Donc on est, si vous voulez, sur une problématique extrêmement sensible et qui est déjà une problématique plus seulement économique, mais géopolitique. Oui, géopolitique, effectivement, c'est clair avec les exemples que vous avez donnés. Peut-être un mot rapide aussi sur ce qu'on s'était dit, notamment vous, Laurent Petitson, sur les infrastructures. Ça peut aussi être un sujet, clairement, dans cette optique de clause de revoyure. Donc, selon vous, c'est plus arriver à faire en sorte de charger vite que forcément proposer des voitures qui pourront rouler 6, 7, 800 km sans être chargées. Oui, en fait, c'est lié d'ailleurs, puisque Oui. en fait, la position en fait, des bornes de recharge dépend aussi de l'autonomie, tout simplement. Et la rapidité permet de s'affranchir de ces limites. La question, en fait, sur l'infrastructure de charge aujourd'hui, c'est qu'elle elle se développe moins vite que le véhicule lui-même. Et en fait, elle n'est pas si attractive que ça en tant que business. C'est-à-dire que le TRI est assez réduit, enfin, c'est 10-12 ans. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a une maintenance qui est assez intense, en fait, sur ces éléments, et aussi un risque d'obsolescence assez rapide. Donc, ce qui fait que si on a un TRI de 10-12 ans, on prend un risque important. Aujourd'hui, une bonne partie du parc, d'ailleurs, n'est pas fonctionnelle. Donc, il en manque, et en plus, il y en a qui ne marchent pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait presque un plan infrastructure de ce côté-là, parce que les Chinois ont évidemment un avantage sur la table, qui est que derrière chacun des intervenants, on retrouve toujours le même décideur, en fait, qui est unique. Donc, que ce soit pour les véhicules, pour l'infrastructure, pour les matières premières, enfin voilà. En Europe ou aux États-Unis, on n'a pas ça. Donc, il y a un décalage aujourd'hui entre effectivement les véhicules avec des constructeurs qui investissent massivement. Donc, il y a plus de 500 milliards d'investis. C'est la moitié, en fait, des capacités de R&D des constructeurs. Il y a 200 et quelques véhicules électriques qui sont en train de sortir. Donc, on ne va pas manquer d'offres, ça c'est clair. Par contre, on risque de manquer d'infrastructures. Ouais. Peut-être un mot rapide avec vous, justement, Jean-François Dufour. En Chine, c'est le réseau d'infrastructures, c'est déjà en place, c'est en train de se faire et c'est dans les temps. Ça se développe extrêmement rapidement. On est largement au-delà du million de bornes, mais bon, c'est également à l'échelle du pays. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les Chinois se posent également ces questions qui ont été évoquées de modalités de recharge. Et par exemple, vous avez depuis 2 ans un secteur qui se développe extrêmement rapidement, qui reste marginal pour l'instant, mais qui est en croissance rapide, qui est celui des batteries échangeables. Ouais. C'est-à-dire des véhicules qui sont conçus non pas pour être rechargés, mais pour qu'on leur change leur batterie, ce qui résout le problème du temps de charge. Et ça, c'est un secteur, c'est un des secteurs tout nouveaux, mais qui se développe extrêmement rapidement, parce qu'on sait qu'il y a un gros potentiel derrière. Dernier crochet par les États-Unis, Bertrand Rakoto, sur l'infrastructure aussi, le réseau de charge. Où est-ce qu'on en est? On pense évidemment à Tesla, mais il n'y a pas que des Tesla. Comment ça avance? Alors, il y a plusieurs réseaux qui se sont lancés. Alors, effectivement, celui de Tesla, également celui de Volkswagen, Electrify America, qui est fait parce que Volkswagen en fait avait eu une condamnation et donc c'est un investissement un peu forcé. Ouais. Il y a également en fait beaucoup de problèmes liés à l'étendue du pays. Et je pense que de toute façon ce sera la même chose qu'en Europe. On a un problème de quantité de cuivre parce que si on veut avoir des rechargements beaucoup plus rapides, il faut des sections de câbles qui vont être beaucoup plus grosses. Il faut recabler un certain nombre de routes.
ou plutôt des infrastructures le long des routes. Ouais. Également, quand on parle de chargeurs level 3, donc en gros, c'est-à-dire les chargeurs qui vont pouvoir charger à 150 kW et plus, ce sont les chargeurs qui nécessitent d'avoir des batteries sur place et différents systèmes qui coûtent entre 150 et 200 000 $ minimum par connecteur. Et donc, rapidement, c'est un coût qui est relativement important. Ouais. Les coûts en électricité sont extrêmement élevés. Et en fait, on réduit du coup les matières premières disponibles pour les véhicules, puisqu'il faut également des capacités de charge locales, pas juste sur le chargeur, puisque la grille de recharge, en fait, le réseau électrique ne permet pas de charger en continu à ces puissances-là. Donc, il faut des puissances additionnelles sur place au niveau du chargeur. Et donc, c'est un vrai problème parce que plus on avance et plus les nouvelles solutions apportent aussi leur lot de problèmes. Et ça devient de plus en plus compliqué de résoudre tout ça en même temps. Et pour revenir sur ce que disait Jean-François, c'est sur les batteries swappées, donc l'échange de batteries. Ça pose aussi le problème de la quantité de matériaux, puisque pour un véhicule, combien de batteries il faudra en circulation? Donc on va multiplier le nombre de batteries par rapport au nombre de véhicules. Donc aujourd'hui, on est à la limite de consommation des matières premières qu'on extrait. Donc s'il faut fabriquer plus de batteries que de véhicules, on va avoir un vrai problème, d'autant que les constructeurs aujourd'hui continuent de vouloir se différencier avec des batteries légèrement différentes les unes des autres. Ouais. Or, si on veut standardiser, il va falloir que tous les véhicules aient le même type de batterie, donc la même chimie, le même type de cellules et la même forme de batterie intégrée dans des châssis qui sont tous différents. Donc je ne dis pas que l'idée est mauvaise, mais la mise en place va demander un certain nombre d'années parce que ça veut dire qu'il faut aligner absolument tout le monde et ça risque d'être extrêmement compliqué et on en revient de toute façon au problème de matières premières. Le mot de la fin rapidement avec vous, Jacques Portalier, sur cette logique-là. Voilà, ça aussi, c'est un vrai sujet qui pourrait remettre en cause le basculement vers du 100% électrique. Je pense que décarboner, basculer vers l'électrification, ce n'est pas que des solutions techniques en disant on va électrifier des voitures. On voit qu'il y a des enjeux de recharge, de soutenabilité ou de faisabilité, de recharge rapide qui pourraient donner à peu près le même agrément qu'un véhicule thermique. Donc on pense que ce n'est pas forcément la voie à suivre. On pense qu'il y a une question aussi de changement de comportement, d'évolution de pratiques de mobilité, donc accepter potentiellement de perdre un peu plus de temps. Ça peut permettre, couplé avec des véhicules moins dimensionnés, on va dire, d'avoir des besoins de recharge rapide aussi qui soient moins importants. Il y a des questions de transformer des business models aussi, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, opérer des infrastructures de recharge, ça a du mal à être rentable. Mais du coup, avoir besoin de moins d'infrastructures complexes peut aussi être une solution. Par ailleurs, un dernier point peut-être, si on parle de l'immobilisation quelque part de matière dans des parcs de batteries, que ce soit pour faire du battery swap ou avec des véhicules qui ont 80 kWh de batterie, il faut quand même avoir en tête que les 80 kWh de batterie, on va les utiliser 2 fois, 3 fois par an. Ouais. Et le reste du temps, c'est l'immobilisation de matière, de capital qui ne sert à rien. Or, vu l'équation économique, un véhicule électrique, c'est plutôt pertinent quand on va utiliser souvent sa batterie et quelque part, on va rentabiliser l'investissement, plutôt que d'avoir une énorme immobilisation qu'on va très peu utiliser. Effectivement, ça fait partie des questions, des sujets. C'est passionnant, ça va forcément revenir dans les débats, les émissions qu'on va continuer à faire sur Mobility TV. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et à très bientôt donc sur Mobility TV.